Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour, aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que j'ai invité Delphine à vous raconter son deuxième accouchement. C'est un accouchement qui a été très préparé, avec une super équipe tout autour, dont j'ai fait partie en tant que doula. J'ai pu accompagner Delphine vraiment sur le long terme, puisqu'elle a fait appel à moi dès le début de sa grossesse. C'était un accompagnement en présentiel, donc je me suis rendue à son domicile très régulièrement. Et cet accompagnement nous a permis de vraiment bien nous connaître et d'approfondir plein de thèmes selon ses demandes, des étapes de l'accouchement physiologique jusqu'au post-natal. Delphine, elle raconte tellement bien que cet enregistrement va être un peu long, donc installe-toi confortablement ou fais d'autres activités en même temps que tu écoutes. J'ai pas voulu trop retranscrire parce que je trouve que ces mots sont très justes, elle va dans les détails et du coup c'était super intéressant. Donc merci beaucoup pour ce partage, Delphine. Et je tiens à préciser qu'il faudra vous accommoder des bruits des enfants parfois, parce que vous êtes sur une interview d'une vie authentique d'une maman et d'une doula pendant nos rendez-vous. Est-ce que tu peux me raconter ton premier accouchement ? C'était il y a combien de temps et comment ça s'est passé ? Alors, mon premier accouchement, on va dire que ça a commencé au désir vraiment d'enfant. On a commencé vraiment à parler avec Fabien. Et c'était début 2018. Donc j'ai arrêté la contraception et il m'a fallu quelques mois pour tomber enceinte la première fois. Et je raconte ça en fait parce que j'ai eu une fausse couche à mon premier enfant et je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a mis, on va dire, une belle douche froide quand même. Donc en mai, donc j'ai eu une fausse couche, donc j'étais enceinte de 5 semaines. C'est une fausse couche très tôt, donc en fait assez fréquente. Mais personne ne m'avait parlé des fausses couches. Ça peut paraître naïf, mais si tu veux, ma maternité a commencé par ça. Donc ça m'a quand même un peu marquée pour les autres grossesses. Je l'ai très mal pris. J'ai fait un zona derrière monumental, arrêt de travail 2 mois, petite dépression, tout ça. Et j'avais vraiment très très envie de retomber enceinte et j'avais très peur que ça n'arrive pas tout de suite. Parce que j'avais un très fort désir d'enfant. Et par miracle, je suis retombée enceinte rapidement fin août 2018. Donc vraiment très très rapidement après une fausse couche. Et je connaissais pas tout le monde de la maternité, je connaissais pas du tout le monde médical, donc j'ai un peu suivi la voie classique. J'ai trouvé une sage-femme libérale, je sais même plus comment ça m'est venu, à côté de chez moi, qui m'a très bien accompagnée, qui m'a d'ailleurs accompagnée sur la deuxième grossesse aussi. J'ai été suivie pour l'échographie à Monceau, en fait, par la gynécologue de Monceau. Et j'ai choisi rapidement d'accoucher à Paray-le-Monial parce que je n'en avais entendu que du bien. Donc, j'ai pas fait mon parcours de grossesse dans une seule structure, dans plusieurs structures, tout ça. J'ai rencontré beaucoup de femmes enceintes grâce aux préparations à l'accouchement, ce qui m'a vraiment permis d'être accompagnée. Et puis, assez rapidement, donc on est arrivé... T'avais fait quoi comme prépa ? J'ai fait de la préparation à la maternité parce que je voulais être en groupe. Je voulais rencontrer d'autres femmes enceintes et j'avais besoin d'aller à la maternité régulièrement parce que moi, je ne connais pas du tout le monde de l'hôpital. Et la maternité, c'était vraiment un lieu totalement inconnu. Et je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui se disait dans ma tête que si je devais juste accoucher là-bas un jour... il fallait que je connaisse les lieux. Donc, j'avais besoin d'y aller régulièrement. Ma sage-femme me proposait aussi une prépa, mais en individuel. Et on se voyait déjà tous les mois. Donc, je voyais pas, en fait, l'intérêt d'investir encore cette relation.
La préparation m'a paru très succincte, vraiment. Et en plus, moi, je voulais déjà allaiter, je voulais déjà pas de péridurale, parce que moi, je suis pas très médecine en fait. Je connaissais déjà un peu l'homéopathie, l'acupuncture, tout ça. Comme en fait, j'étais jamais malade, en fait, ça se posait pas trop. Mais voilà, j'avais déjà cette idée que je voulais pas de péridurale et que je voulais allaiter. Donc en fait, rien qu'en arrivant à l'hôpital et en disant ça, j'étais l'ayatollah, quoi. Je suis tombée avec des filles qui, en fait, ne se posaient même pas la question. C'était péridurale, pas d'allaitement. Donc on n'a parlé que de péridurale et de biberon. Et donc moi, j'étais là pendant cette séance à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Bon, bah très bien, j'ai fait mes 7 séances. Et puis, naïvement, je pensais qu'on allait m'accompagner, qu'on allait me prendre la main, qu'on allait me dire vas-y, tu peux y arriver le jour de l'accouchement. Bon, le jour de l'accouchement, évidemment, j'étais hyper stressée. Je suis allée très rapidement à l'hôpital, bien avant ce qu'il aurait fallu. En fait, je pensais que j'avais percé la poche des os, mais en fait, elle était juste fissurée. Donc quand je suis arrivée, j'avais quasiment pas de contraction et j'ai attendu genre 8-9 heures qu'il se passe quelque chose. Et du coup, Fabien était fatigué, donc il est rentré à la maison. Et là, c'est là que tout a commencé. J'ai percé la poche des os à 21 heures. Fabien était rentré. Je me suis retrouvée toute seule avec un mal fulgurant, des sages-femmes absentes. Et quand je leur disais que j'avais mal, qu'ils me proposaient des médicaments. Et je dis mais oui, mais c'est pas non, je sais pas vraiment ce que je veux, sauf que là j'avais trop mal. Et donc Fabien est arrivé, il savait pas quoi faire, moi je voyais pas de porte de sortie. Et donc vraiment au bout d'une heure ou deux, j'avais vraiment trop mal. Et j'ai demandé finalement la péridurale, ne voyant pas en fait d'autres options sur le moment, parce qu'il fallait vraiment que j'arrête d'avoir mal, quoi. Je me sentais complètement prisonnière de cette situation, je voyais pas comment en sortir. Finalement, c'est ce qui m'est aussi arrivé dans le deuxième accouchement, sauf que comme j'étais chez moi, je pouvais rien faire à part attendre. On y reviendra. Mais c'est vrai que cette sensation, de blocage, en fait, je me souviens très bien l'avoir ressenti au premier et l'avoir ressenti au deuxième. Genre, en fait, là, je veux plus accoucher, j'ai trop mal. Je l'ai ressenti pareil à la maison, sauf qu'à l'hôpital, il y avait la péridurale, je l'ai prise. À la maison, j'étais bloquée chez moi et il fallait que j'attende que ça passe. Tu te souviens à peu près à combien t'étais quand tu l'as prise ou... Des dilatations, 5-6 à la maternité. Donc j'avais quand même passé un peu le stade. Et donc j'ai pris la péri. Donc là, on m'a emmenée en salle de naissance. J'ai attendu assez longtemps la péridurale, donc j'ai eu très très mal parce qu'il m'avait badigeonné le corps là de bétadine, il m'avait mis tout ce qui était médical et j'étais assise sur le bord du lit à attendre pendant 40 minutes à avoir le mal de ouf et pas pouvoir bouger, quoi. Donc je l'ai assez mal vécu. Et donc quand l'anesthésiste est arrivé, Fabien est tombé dans les pommes. Voilà, donc moi j'ai complètement paniqué, ils ont dû appeler une deuxième sage-femme. C'était le petit moment épique et après la péri s'est posée et j'ai rapidement eu plus du tout mal et puis là on a dormi 5-6 heures tranquillou, voilà, tranquillou bilou, on était bien. À ce moment-là, tu vois, je me faisais pas plus de cas que ça, j'étais contente de plus avoir mal. On était bien dans la salle, la sage-femme venait de temps en temps, il y avait 2 accouchements très compliqués en même temps, césarienne d'urgence, donc elle est venue nous dire je peux pas m'occuper de vous, je reviens plus tard. Et au petit matin, on a attendu que la deuxième équipe arrive, parce que la première sage-femme avait fait des accouchements difficiles et elle nous a dit qu'elle n'en pouvait plus. Et donc je lui ai dit non mais c'est bon, on va attendre l'équipe et à 20 minutes, on n'est plus à ça près. Le bébé descendait bien, donc il n'y avait pas de souci. Et donc la deuxième sage-femme est arrivée et on m'a fait pousser comme le parcours classique, les pieds dans les étriers. J'ai poussé 1 ou 2 fois et puis apparemment ils ont perdu le cœur. Donc là ils nous disent on n'entend plus bien le cœur. Et puis tout de suite en fait elle appelle l'obstétricien, donc Daoudi, qui dit on va faire une ventouse. Là, franchement, ça n'a pas été très violent ou urgent, en fait. Ça a été très smooth. Bonjour, je m'appelle Monsieur Daoudi, je vais vous faire une petite ventouse, machin. C'était plutôt comme ça. Sauf que moi, là, à ce moment-là, j'ai pas compris. En fait,
J'ai pas compris, et puis je voulais juste que ça se finisse. Donc il a fait une ventouse, le bébé est sorti en 2 poussées, franchement, hein. Il est sorti tout seul. Et ils m'ont mis sur moi, et je me souviens très bien que il ne criait pas. Et personne n'avait dit en fait qu'un bébé qui sort ne crie pas forcément. Je m'attendais à un bébé qui hurle, comme dans les films, c'est vraiment peut-être bête. Et donc il était sur moi, et là je paniquais. Parce que comme il y a eu cette ventouse, je me suis dit merde, ils m'ont sorti, mais il va pas bien. Et donc là j'ai demandé, personne ne parlait, je dis mais comment va le bébé, tout va bien? Mais oui, tout va bien madame, pas de soucis. Mais je l'avais, il fallait peut-être me le dire quoi, que tout allait bien. Voilà, puis les soins du bébé, le couper le cordon, le placenta, je ne savais même pas que ça existait, donc ils l'ont sorti, je sais pas ce qu'ils ont fait. Elle m'a recousu, elle m'a dit je vous recoue un petit point, elle me dit pas grand chose, elle m'a recousu, je sentais rien. Ils ont pris le bébé, ils ont fait les soins, enfin franchement, voilà, c'est bien passé. Ils m'ont ramené le bébé, je l'ai mis au sein, ça s'est bien passé. On est parti en chambre et on a passé un très bon séjour. 3 jours, j'ai bien aimé la maternité, on ramenait à manger midi et soir, c'était génial. Et j'étais très en forme, c'est-à-dire que en sortie de salle d'accouchement, j'ai voulu rentrer à la chambre à pied. Et moi, je trouvais ça normal. Je me suis dit, oui, je veux y aller à pied. Il y avait quand même 150 mètres, quoi. Et là, elle me dit, non, on va mettre sur l'heure. On va vous prendre un fauteuil roulant. Et moi, je l'avais. Non. Bon, elle m'a fait une péridurale. Oui. Mais en fait, franchement, la péridurale, elle a été très faible, enfin. Et j'ai senti le bébé un peu sortir. Je l'ai senti sur les lèvres. J'ai senti sortir, tu vois. Je l'ai pas senti passer le col, mais j'ai senti glisser et sortir par les lèvres. Et ça avait été plutôt agréable, avec la petite péridurale. Évidemment. En vrai, c'était autre chose. Et du coup, en fait, le jour même, j'étais franchement en forme, pumped up. Et je dis ça parce que sur le moment, je m'en étais pas rendu compte. C'est juste qu'avec mon deuxième accouchement, je me suis rendu compte qu'en fait, à mon premier, je tenais quand même la forme. Si tu veux, à la maternité, au 2e jour, on a pris la poussette, on a fait 3 fois le tour de la mat. Voilà. Et quand la sage-femme me dit, mais vous vous êtes levée, je la regarde, je dis, oui, il se passe, tout va bien, tu vois. Mais non, c'est vrai que je savais pas que il fallait que ça se referme, que les organes ils pouvaient descendre. Moi, j'étais bien, je me sentais bien, j'en avais marre d'être enfermée, j'avais envie de sortir. Je voyais pas pourquoi je pouvais pas aller marcher 200 mètres. Donc voilà, après je rentre à la maison, voilà, j'ai repris ma vie tranquille, des milliards de gens tous les jours, la popote, le barbecue, le bébé 5 jours, tu dors pas la nuit, tout allait bien. Donc voilà, ça c'était la première maternité. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi les gens, quand ils ont des enfants, ils trouvent ça dur? Tu vois, moi je comprends pas, moi c'est nickel. Tu vois. Alors, du coup, tu retombes enceinte. Et alors, comme ça se passait très bien avec Pierre, et on a eu tout de suite envie de faire un 2e enfant. On avait déjà dit qu'on aurait des enfants rapprochés. Je pense qu'on se rendait pas bien compte des conséquences. Néanmoins, comme vraiment on trouvait ça hyper easy, la première année était intense, mais voilà, on s'est dit ok. Donc j'ai rapidement enlevé la contraception et donc je me suis réintéressée en fait au monde de la maternité. Et là, j'ai un malaise qui a commencé à grandir en janvier 2019. Et j'ai commencé à me passionner en fait pour le monde de la grossesse, la maternité, l'accouchement. J'ai commencé à lire d'innombrables bouquins, à suivre des comptes Instagram, à regarder des vidéos. Et donc en même temps que tout ça, j'ai découvert donc l'accouchement à domicile, que c'était possible, l'accouchement en maison de naissance, des choses que je ne connaissais pas. Je savais pas que c'était autorisé, je pensais que c'était interdit d'accoucher chez soi. Je pensais qu'il y avait une loi qui disait qu'on devait accoucher à la maternité, mais vraiment. Et donc quand j'ai découvert qu'on pouvait accoucher à la maison, ça a été un peu une révolution dans ma tête. Et j'ai commencé aussi à faire le deuil de mon premier accouchement. Et ça, c'était avant que tu commences à... Avant. C'était en janvier 2019. Et là, en fait, il y a un très, très grand malaise qui est grandi en moi du premier accouchement.
pourquoi j'ai accouché avec une péridurale, pourquoi j'ai eu une ventouse. Vraiment, je me sentais vraiment pas bien. J'avais vraiment besoin de comprendre le monde de la maternité, de comprendre pourquoi on m'avait pas accompagnée, pourquoi ça s'était pas passé comme je voulais. C'est là que j'ai rencontré Cécile, donc qui est coach en développement personnel et accessoirement chamane. Et on a commencé à faire des séances en fait de libération, de visualisation, de travail sur soi-même. Maman. Oui. Maman. Et en fait, je sais pas si c'est les séances avec Cécile qui ont fonctionné, mais je suis tombée enceinte en mars. Fin mars 2019. Oui. Donc tu tombes enceinte. Ouais, je suis tombée enceinte donc fin mars 2019 et bon, l'ironie du sort, c'était que avec toutes mes recherches, je m'étais quand même rendu compte que avoir un enfant avec un autre enfant qui avait 10 mois, c'était un peu short. Donc en fait, j'avais pris rendez-vous chez la sage-femme pour reprendre une contraception. Et ben c'était le confinement. Et en fait, au premier confinement, et ben les sages-femmes ne voyaient pas les gens pas enceintes. Et en fait, du coup, j'avais pris rendez-vous chez la sage-femme et elle m'avait dit qu'elle savait pas si elle avait le droit de voir les femmes pas enceintes et que du coup, elle décalait le rendez-vous de 2 semaines. Bah trop tard, hein. J'étais enceinte, voilà. Donc en fait, ça a été quand même une surprise. Malgré tout, je suis un peu tombée des nues. J'étais malade depuis 1 semaine 10 jours. Et à un moment, je me dis, je suis malade, j'ai une gastro. Et en fait, je fais un test de grossesse finalement. Et moi, je tombe un peu des nues. Fabien, il se dit, bah oui, je le savais. J'y avais pas pensé. Enfin, en fait, pour moi, j'allais plus être enceinte. J'avais pris la décision de remettre une contraception. Donc, j'étais un peu scotchée quand même. Et puis rapidement, 1 semaine après, j'appelle Marie-Agnès. Je me dis, je veux faire un accouchement à domicile. Ça faisait déjà un petit peu de temps qu'on en parlait avec Fabien. Il n'était pas encore chaud, mais voilà, on l'envisageait. Donc j'avais déjà appelé une sage-femme qui était à Lons-le-Saunier, qui faisait des accouchements en plateau technique à la maternité de Lons et qui faisait aussi des accouchements à domicile, qui m'avait dit rappelez-moi quand vous serez enceinte. Donc j'ai d'abord appelé cette dame qui m'a dit que non, elle faisait plus d'accouchement à domicile. Et en fait, sur les réseaux sociaux, là, sur le compte Facebook de l'accouchement à domicile, on parlait beaucoup de Marie-Agnès. Et donc, j'ai rapidement appelé Marie-Agnès à Lyon. Et alors, moi, je m'attendais à ce que ce soit la croix et la bannière. Et en fait, je l'appelle. Et puis, au bout de 5 minutes, elle me dit, c'est OK. Oui? Regarde par la fenêtre. Et elle me dit c'est OK, j'ai un accouchement à Beaune dans un mois, donc quand j'irai à Beaune, je passerai par chez vous. Et moi franchement j'étais scotchée. Franchement je me dis mais ah bon, c'est si facile que ça, tout le monde m'avait dit que c'était difficile tout ça. Et en fait 1 semaine après, Marie-Agnès m'appelle et me dit je suis à Chalon, est-ce que je peux passer chez vous? Je dis quoi? Je dis oui, mon accouchement à Beaune en fait vient d'arriver, je reviens sur Lyon là parce qu'elle est à Lyon, je passe chez vous voir si tout va bien. Et donc elle est passée, elle est venue prendre un café, elle est restée 10 minutes, j'ai halluciné. Et, je sais pas, elle voulait venir voir la maison peut-être, je sais pas. Et elle m'a dit rappelez-moi quand vous serez à votre 2e échographie, tout ça, et on a pris rendez-vous à Lyon en juillet. Là, on devait être début avril, et on s'est pris rendez-vous en juillet dans son cabinet à Lyon. Et donc, qu'est-ce que tu voulais pour cette grossesse et cet accouchement-là, et comment tu t'es préparée? Donc, qu'est-ce que je voulais et comment je me suis préparée? Et cette fois, je voulais absolument accoucher sans médicalisation. Ça, c'était une chose, donc sans péridurale. Et je voulais absolument que Fabien participe à la naissance.
parce que en discutant avec lui, je m'étais bien rendu compte que je l'avais pas intégré à la première naissance. Et je lui en voulais énormément pour ça. Je pensais facilement que c'était de sa faute, qu'il n'avait pas été présent, tout ça. Et en prenant du recul, en discutant avec lui, je m'étais bien rendu compte que lui n'avait pas trouvé sa place, mais aussi parce que moi, je lui avais pas laissé de place. Et j'ai un peu l'impression aussi dans cette société, on laisse pas beaucoup de place au conjoint pendant la maternité. Tout est focus sur la maman et surtout le bébé. C'est vraiment le couple maman-bébé et le père, il est un peu électron libre autour, mais il n'est pas vraiment dans le projet. Et moi, je voulais un projet de famille, un projet à 3 avec le nouveau bébé, à 4 avec Pierre, et absolument accoucher par moi-même pour vraiment sentir cette puissance, pour être proche en fait de nous, quoi, de l'être humain, parce que pour moi c'était un processus naturel et pas une maladie, et je voulais pas que ce soit traité comme une maladie. Et donc au fur et à mesure, j'avais bien pris conscience que cette vision des choses était en fait très différente de ce qui existait dans le monde, et que j'avais été un peu naïve à la première grossesse de penser que j'arriverais à atteindre cet objectif à la maternité. Donc, j'ai pris tout de suite, avec Fabien, on a pris tout de suite un chemin de traverse, et on a tout de suite compris qu'il y aurait une préparation différente, et qu'il va falloir une très grosse préparation pour arriver où est-ce qu'on voulait arriver, et donc un accouchement à domicile. Parce que j'ai très vite compris que je savais au fond de moi que si j'étais à la maternité, quand bien même on aurait été préparé, à un moment j'aurais pris la péridurale parce qu'elle était là. Parce qu'à un moment, ça fait trop mal, et que je sais que j'aurais pas eu la force d'esprit à la maternité d'aller jusqu'au bout sans l'aide qui m'aurait été proposée. Et à partir de là, donc on s'est dit, allez, carte blanche, c'est vraiment le projet de notre vie, on y met tous nos moyens, toute notre énergie. Et donc, je t'ai vite contactée aussi, quasiment une semaine après la sage-femme à domicile, parce que j'avais entendu parler du rôle des doulas, et moi j'avais trouvé que le personnel médical n'apportait pas ce dont j'avais besoin. Ils apportaient le suivi médical qui est vraiment très bien, ils sont là où on a besoin d'eux, mais en fait, moi je m'attendais à un suivi supplémentaire, mais c'est pas le milieu médical qui allait faire ce suivi supplémentaire, et donc il nous fallait quelqu'un de plus. Et c'est là où j'ai trouvé que le rôle de la doula remplissait en fait ce vide que j'avais ressenti sur mon premier suivi de grossesse. Donc on a fait avec toi donc une séance par mois à peu près, en famille, avec Fabien, de temps en temps avec Pierre. Et vraiment, le but aussi d'avoir une doula, c'était d'inclure Fabien. Là, j'étais obligée, en fait, de l'inclure dans les discussions. Chose qui n'était pas facile pour moi au début de parler de tous ces sujets avec lui. Quand bien même on était proches, ça touche tellement à l'intimité que c'était difficile de but en blanc de parler de ça. Et au moins, avec toi, on avait le temps. On avait ces 3 heures le samedi pour parler que de ça, et on pouvait parler que de ça. Voilà. Et donc, on se dédiait ce temps à ce projet. Ça a vraiment aidé, parce qu'on se dit, oui, je lui en parlerai, oui, j'aurai le temps de parler de ça, oui, on aura le temps de parler de ça, et puis finalement, t'as le quotidien, et tu n'en parles jamais, et puis t'arrives à 9 mois de grossesse, et t'en as jamais parlé. Tu vois? Et je voulais pas que ça nous arrive. Donc, au moins, on avait rendez-vous dans le calendrier, c'était le rendez-vous préparation de grossesse, on était tous présents, et toi, tu nous orientais, ça déliait les langues, Fabien aussi, il a appris de nouvelles choses, les étapes de la naissance, tout ça. Moi, en parallèle, je continuais mes innombrables lectures. J'ai vraiment énormément lu. Autant sur la grossesse que sur l'accouchement, que sur la façon d'élever les enfants de manière un peu différente. Et on a dit que les 7 séances de préparation à l'accouchement, on les ferait en autonomie. On avait déjà essayé de le faire pour Pierre, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de praticiens en autonomie dans la région, et on n'avait pas réussi vraiment à avoir des rendez-vous. Et on voulait aussi faire du chant prénatal, et on n'a pas trouvé de praticien en chant prénatal. On avait pris rendez-vous avec une fille de Mâcon, une dame de Mâcon, mais c'était trop loin, tout ça, c'était trop compliqué. Donc on n'a pas fait le chant prénatal.
Et puis, quand on t'a rencontré, tu m'as parlé de Quantique Mama. Donc Karine la sage-femme qui faisait ses préparations à la naissance, et j'ai également souscrit aux 3 préparations à la naissance, donc j'ai fait les 3 modules plutôt en fin de grossesse parce que du coup Fabien est venu aux séances d'autonomie. On a donc rencontré une super sage-femme qui était également sur son chemin pour l'accouchement à domicile, qui se formait également en tant que professionnelle auprès de Quantique Mama. Et on a également parlé de notre projet à cette sage-femme, et on a très très bien adhéré. Donc on s'est trouvé quand même très bien entouré. On avait donc notre sage-femme à domicile, on avait toi la doula, on avait notre sage-femme à autonomie, et j'ai également eu la chance de rencontrer une sage-femme acupunctrice qui habitait pas loin de la maison, qui également était très dans la médecine alternative, qui connaissait les accouchements à domicile et qui nous a très bien accompagnés. Donc j'ai fait une séance d'acupuncture par trimestre. Voilà, donc on avait quand même une belle équipe, plus Cécile qui me faisait les libérations émotionnelles. Toute l'année, on a été suivis de manière rapprochée. Plus celle qui faisait le suivi médical. Plus, oui, ma sage-femme depuis la première grossesse. T'avais 4 sages-femmes en fait. Ouais, j'avais beaucoup de sages-femmes autour de moi. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'avais 4. Voilà, je pense que j'oublie rien. C'était quand même un gros investissement. C'est-à-dire que on prépare un accouchement à domicile et on y passait quand même beaucoup d'heures par semaine. Ouais. C'est pas juste déjà quand tu es enceinte, tu te fais beaucoup suivre, mais nous c'était vraiment le projet d'un an, un gros projet quoi. Alors, tu construis une maison, c'est le même temps. Enfin, voilà, c'est un peu de cet ordre-là quoi. Et ben, est-ce que tu peux raconter ton accouchement? Alors, il y a eu quelques péripéties parce que je l'ai pas dit, mais ma date d'accouchement, c'était le 24 décembre. Voilà. Donc, à partir du moment où tu accouches en pleine période de vacances et en plein Noël, forcément, Marie-Agnès m'avait dit qu'elle devait être là. Elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, elle partait pas en vacances. Et j'avais besoin d'une sage-femme suite de couche, parce que Marie-Agnès fait pas les suites de couche. Et donc, ma sage-femme Angélique m'avait dit, OK, je fais les suites de couche, pas de souci. Suite de couche, il faut quand même qu'une sage-femme vienne à J2, J3, J5. La sage-femme suite de couche, ça fait quand même beaucoup de travail. Donc, on avait toute l'équipe médicale. Et on avait aussi demandé à notre médecin généraliste de faire le rendez-vous des 8 jours pour que le bébé voie un médecin. C'est pas obligatoire, mais dans les règles de l'art, ça tranquillise les sages-femmes, qui est un médecin qui voit le bébé. Donc, on a fait le Blessing Way début décembre, le 5 décembre. Et Fabien était en congé le 12 décembre. Voilà. Et voilà, pour moi, à partir de ce moment-là, c'est vraiment ce qu'on appelle, comme dirait Karine la sage-femme, où le vortex il a commencé à s'ouvrir. J'avais arrêté mes activités, j'ai arrêté les réseaux sociaux et je me suis vraiment mis dans cet état d'esprit que l'accouchement allait arriver. C'était donc à une dizaine de jours, donc ça pouvait arriver à tout moment. Donc j'ai vraiment réduit mon activité. Et puis une semaine avant, c'est d'abord Angélique, ma sage-femme de suite de couche, qui me dit ah bah en fait la semaine prochaine je pars en vacances, donc je peux pas faire les suites de couche. Donc là, c'était 10 jours avant d'accoucher, 10 jours donc avant le 24 décembre. Je pensais que tu allais accoucher avant, je pensais que je pourrais faire les suites de couche et finalement, je peux pas. Je voulais pas t'en parler pour pas te stresser, mais bon, bah voilà. Voilà. Donc elle me propose sa collègue de Guignon, mais voilà, enfin, une sage-femme que tu connais pas, lui dire que tu fais un accouchement à domicile, tout ça, moi, je voulais pas repartir dans ce débat, en fait. J'avais pas envie de reconvaincre quelqu'un de notre projet. Donc, en fait, on a demandé à Alicia de faire les suites de couche et elle a dit, bah, pas de souci, moi, je suis dans la région. Donc, voilà, ça a été quand même le premier coup de stress. Et bon, vite passé. Et 2 jours après, Marie-Agnès nous appelle et dit, bah, en fait, le 24, 25, 26, bah, je pars à Tours dans ma famille et donc, je pourrais pas être présente si vous accouchez à cette date. Donc là, on tombe un peu des nues quand même, parce que pendant 9 mois, bah voilà, elle me dit qu'elle serait là.
Et puis là, on devait être le 18-19 décembre. Puis voilà, on s'est appelés tous les 2 jours jusqu'au 24, en attendant que le bébé arrive. Le bébé n'arrivait pas. Et puis bon, en fait, on a discuté avec Fabien, puis très rapidement, on s'est dit, voilà, si Marie-Agnès n'est pas là, on accouchera seul à la maison, on est prêt, on le sent bien, voilà. Et au pire, si on le sent pas, on ira à la maternité, puisque en fait, on était inscrit à la maternité. Malheureusement, quand on a appris ça, on a appris aussi que toi, tu ne pourrais pas venir, puisqu'il faut une sage-femme pour qu'il y ait une doula. Donc, malheureusement, quand tu perds ta sage-femme, tu perds ta doula en même temps. Et c'est irréversible. Moi, si tu veux, à 10 jours de l'accouchement, j'avais autre chose à faire que d'avoir des états d'âme. Donc, les états d'âme, je les ai baignés à la poubelle. Et je me suis dit, tant pis. Moi, je veux accoucher à domicile. J'ai pas fait tout ce travail. On n'a pas fait tout ce travail pour rien. Et de toute façon, il est hors de question que j'aille à la maternité. J'en serais trop déçue. J'ai déjà été trop déçue pour mon premier accouchement. On veut que 2 enfants. Enfin, on se loupera pas sur ce coup-là. Donc, voilà, on s'attendait quand même à accoucher un peu avant. Mais bon, il y a une petite lumière qui s'allumait dans nos têtes avec Fabien, où on s'est dit, on savait qu'on allait accoucher le 24 tout seul, ou le 25, pile au mauvais moment, on l'avait senti. Bon, quand même, le 23 décembre, je me suis dit, par contre, si je dépasse le terme, là, on est bonbon. Parce que dépassement de terme, au bout de 3-4 jours, quand même, 4-5 jours, faut quand même déclencher. Je me serais quand même fait déclencher à J+5. C'était ma limite. Et donc, le 24 décembre, c'était quand même un jour avant la date, je me dis, je vais quand même commencer à faire des trucs concrètement pour essayer de déclencher parce que non, je veux pas aller à la maternité. Et donc là, j'ai appelé notre sage-femme acupunctrice et on est allé faire une séance le 23 décembre. J'avais déjà pas mal de contractions. J'avais des contractions régulièrement depuis 2-3 jours le soir, mais ça se déclenchait pas. J'avais des contractions de 18h à 22h, 18h à minuit, d'intensité 1, je dirais si on va sur 1, 2, 3, voilà, d'intensité 1, un peu d'intensité 2. Et donc le 23 à midi, elle arrive à me caler un rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que là, c'est passé à l'intensité 2. Et je me suis dit, non, mais je vais accoucher dans la voiture. Franchement, on était dans la voiture avec Pierre, j'avais quand même des contractions. Je me dis, on va peut-être pas y aller parce que là, je vais peut-être accoucher maintenant, tu vois. Bon, finalement, on y va. Elle m'a fait une séance d'acupuncture. Et du coup, ça a fonctionné parce que le lendemain au soir, j'ai commencé à avoir des fortes contractions, encore un peu plus fortes. Je savais pas que si c'était ce moment-là. En tout cas, à partir de ce jour-là, je savais que Marie-Agnès ne pouvait plus être présente. Elle avait dit qu'elle serait présente au téléphone, donc on savait qu'on pouvait l'appeler sans problème. Et vers 20h, Pierre était là, on devait faire le bain et tout, et je le supportais plus. J'avais besoin que Fabien m'aide à faire les contractions. Déjà, depuis quelques jours, on faisait les positions autonomie, les positions de la douleur, là, une main sur le sacrum, une main sur le ventre. On a fait tout ça déjà depuis 4-5 jours. Mais là, je ne pouvais plus passer une seule contraction sans Fabien. Donc, on a appelé ma belle-mère, qui est venue chercher Pierre, qui a mis quand même un petit bout de temps pour arriver. Donc, on a mis Pierre... ma belle-mère est arrivée, a pris Pierre. Fabien est revenu avec moi et là, franchement, 1-2 contractions et ma poche des os a explosé. Et je dis bien explosé parce que il y a eu genre une détonation. Et je dis bien une détonation, enfin, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Et je pense que je n'ai pas halluciné parce que Fabien l'a aussi entendu. C'est-à-dire que ça fait... Franchement, ça a fait ce bruit-là, j'étais allongée. Et on a senti dans mon corps qu'il y a eu cette explosion. Et j'ai été très choquée parce que ma première poche des os n'avait pas cassé comme ça. Et je me suis mis à trembler de tout mon corps. Ça a été vraiment hyper impressionnant pour moi. J'avais essayé un peu la position allongée, ça marchait pas. Et donc là, la poche des os casse. Il n'y a rien qui a coulé parce qu'à mon avis, la tête, elle devait faire bouchon. Et là, attention, là, les contractions ont commencé.
Là, avant, les petites contractions, ça picotait, c'était rigolo, ça faisait des petites chatouilles, quoi. Voilà, il y avait une contraction, je savais que c'était une contraction. Là, c'était l'enfer. Ça fait mal, mais j'avais l'impression, comme mon premier accouchement. J'ai ressenti les mêmes sensations que j'avais ressenties, voilà, quand ma poche des os a percé à l'accouchement, et je me suis dit, ah, mais oui, je m'en souviens, c'est à ce moment-là où j'ai demandé la péridurale, tu vois. C'est à ce moment-là où, au bout de 3-4 contractions, où tu n'arrives plus à respirer, où tu as la gorge toute bloquée, où tu essayes, ton mari il te fait des positions, machin, il n'y a rien, dès qu'il te touche, tu as envie de le baffer. Je me suis mis accroupie sur le bord du canapé. Tu vois, j'ai même du mal à savoir ce qui s'est passé tellement j'étais pas bien. Et là, je me dis, bon, au premier accouchement, j'ai pas voulu prendre de bain parce que j'ai demandé la péri. Bon, il est écrit dans tous les livres qu'il faut prendre des bains, on va prendre un bain. Donc là, je dis à Fabien, on monte prendre un bain. Donc, vite fait, on se dépêche, on monte. Et Marie-Agnès nous avait dit, il faut qu'il fasse chaud quand t'accouches, machin. On met le chauffage à fond, le petit chauffage électrique, on met de l'eau bien chaude, tout ça. Enfin, voilà. Donc, on rentre dans la baignoire. Et là, dans la baignoire, pareil, j'essaye toutes les positions possibles. Une jambe accroupie, une jambe à genoux, l'eau sur le dos, les deux jambes accroupies là en position de squat yoga. Il n'y a rien qui fait. À chaque contraction, hyper mal. Je commence vraiment à plus trouver d'énergie. Et là, je me dis, non, mais j'en ai marre. Je vais regarder l'ouverture de mon col. On verra où j'en suis, tout ça. L'erreur d'Indius. J'ai touché mon col. Et à ce moment-là, j'ai quand même touché la tête du bébé. Je me souviens très bien que ce que je touchais, c'était pas le col, parce que j'avais déjà touché mon col. Donc, je touche la tête du bébé. Mais à ce moment-là, je me dis, non, mais mon col est pas assez ouvert. Ça va encore durer trop longtemps. J'en ai ras-le-bol. J'ai trop mal. On va à la maternité. Je veux la péridurale. Je veux la péridurale maintenant, on va à la maternité. Donc voilà, bien décidé, je me lève du bain, je me sèche, je sais même plus ce que Fabien m'a raconté. Il m'a dit, mais ça va aller vite, ton col est ouvert. Je ne me souviens de rien. Moi, je voulais aller à la maternité, je voulais plus avoir mal, c'est terminé. Non, j'avais assez vécu, j'en pouvais plus. Je me souviens également, donc je sors de la baignoire, je sors de la salle de bain. Et j'arrive face à la commode où j'avais fait l'hôtel. J'avais fait un petit hôtel avec tous les dessins du Blessing Way, les petites perles, les petits visuels, tout ça. Et je me souviens très bien que Fabien vient à ce moment-là, je le regarde dans les yeux et je lui dis « Appelle la maternité, on va à la maternité ». Et là, je commence à m'habiller. Culotte, robe. N'oubliez pas qu'on était en plein mois de décembre qui faisait moins 5 degrés. Je descends, tout ça, et je pense qu'à ce moment-là, Fabien, il se dit, bon, je la retiendrai plus. Je mets mes chaussures de rando, enfin, les premières chaussures qui passent, un gros blouson, j'ouvre la porte, et là, en fait, la voiture était démarrée, donc très bien, j'étais contente, Fabien avait fait ce que je lui avais dit. La voiture était démarrée, toutes les portes ouvertes, il s'est débrouillé, le moteur allumé, donc nuit noire, puisqu'on est en pleine campagne, et la musique classique qui tourne et les lumières de la petite voiture, de la voiture. Et là, j'arrive et je sens cette fraîcheur là, qui me prend là, et ça me fait un bien fou, tu vois. J'arrive devant la voiture, j'arrive donc entre la porte et la voiture, et là, je me dis, j'ai pas eu de contraction depuis la baignoire, et je vois la voiture, et là, je me dis, non, mais je peux pas m'asseoir. En fait, il y a un truc qui me dit dans mon corps que c'est impossible de m'asseoir. Alors, sur le moment, j'y réfléchis pas, mais maintenant, je me dis, ah oui, la tête devait être en plein milieu de mon col, et effectivement, quand t'as la tête un peu dans le vagin, tu peux pas t'asseoir, c'est pas très pratique. Donc là, je sens dans mon corps que je m'assois pas, et je ressens, tu vois, la même chose que j'ai ressenti pour le premier accouchement, je suis bloquée. C'est-à-dire que je veux aller à la maternité pour la péridurale parce que j'ai trop mal, mais en même temps, je peux pas m'asseoir dans la voiture parce qu'il y a un truc qui me dit que je peux pas. Et là, j'ai eu un moment de flottement. Ça a pu durer qu'une seconde, comme ça a pu durer 5 minutes, je ne peux pas te dire, mais je me souviens très bien de ce blocage où je me dis, mais je suis bloquée. Là, il va falloir que j'accouche, mais je sais pas comment. Et heureusement, la nature est bien faite. À ce moment-là, j'ai senti le réflexe de pousser. Et là, j'ai plus aucune pensée. Je suis retournée dedans à fond. Je me suis vraiment lâchée. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment tout lâché.
Il n'y avait plus de conscience, c'était naturel. Je me suis mis à hurler à la mort, mais franchement, avec une énorme inspiration, comme si tu hurlais le plus fort que tu peux, le plus longtemps possible, sans penser qu'il va penser, enfin, quelqu'un va t'entendre ou pas. Non, je m'en foutais de tout ça. J'ai hurlé. J'ai bien senti le bébé passer le col. Là, j'avais toutes les sensations. J'avais pas besoin de pousser, en fait. Vraiment, mon corps faisait tout ce qu'il voulait. J'étais debout, en fait. Je m'accrochais à la portière et je m'accrochais au chambranle de la porte, donc j'étais un peu suspendue. Fabien qui regardait à gauche, à droite s'il n'y a pas quelqu'un qui arrivait parce qu'on était quand même dehors. Hein. Moi, j'étais en robe, donc c'était pratique. Donc je sens comme ça, je sais pas, 2, 3, 4 contractions comme ça. Et à ce moment-là, j'étais à fond. Je me disais, ça y est, allez, c'est bientôt fini, je vais y arriver. Il n'y a pas de souci, je le fais, quoi. Et puis en même temps, je me rendais bien compte que c'était le réflexe d'éjection et c'était un peu mon rêve. Et à un moment, je dis à Fabien, je sentais bien que la tête arrivait sur mon périnée. Et donc là, je dis à Fabien, ma culotte, le bébé arrive. Et donc là, Fabien, dans la rapidité, enlève ma culotte, parce que j'étais en robe, donc c'était pratique. Et puis, la tête est sortie un petit peu, je pense. Ou comme on dit, la crowning, donc la tête du bébé est passée sur le périnée. Je pense qu'après, la tête a dû partir jusqu'au cou sur une deuxième contraction. Et la dernière contraction, mais une explosion. Mais vraiment, je l'ai senti comme ça, où tout descend, quoi. Toute l'eau, elle descend, le cordon, enfin tout. Et Fabien a rattrapé le bébé. Et là, t'es content. Tu dis, un truc de dingue, quand même. Je me souviens très bien aussi avoir ressenti pendant ces réflexes d'éjection, cette poussée, que ça pousse sur le sacrum et que ça pousse derrière. Quand même, ça, franchement, je pense qu'il faut qu'on le dise. Ça pousse derrière, vraiment, t'as l'impression de faire caca, en fait. T'as l'impression que tes intestins descendent en même temps que le bébé. Moi, je l'ai vraiment ressenti, vraiment par derrière, quoi. Et c'est très étonnant comme sensation, parce que moi, en premier, je l'avais pas ressenti. Et donc là, c'est pas fini parce que y a le placenta quand même. Donc là, Fabien m'a passé le bébé par devant, je l'ai attrapé et on est rentré rapidement parce qu'il faisait quand même froid. On est rentré dans le salon et là, je perdais quand même déjà du sang parce que je sentais le sang ruisseler sur mes jambes et mes chaussures qui faisaient quand même splotch quand je marchais, tu vois. Mais bon, sur le moment, il fallait que je sorte le placenta. J'avais bien ça en tête. J'avais vraiment envie d'en finir. J'étais genre comme une warrior, quoi. Là, je vais sortir le placenta. Voilà, il n'y a plus rien qui m'arrête, quoi. Je monte sur le canapé. Là, grosse contraction et je perds beaucoup de sang aussi. Genre un gros splotch plutôt des caillots. En fait, c'était pas du sang liquide. Pareil, je me fais pas plus état d'âme que ça. Ça me fait chier parce qu'il y en a partout. Et je sais qu'il faut mettre bébé au sein, qu'il faut le réchauffer, tout ça. Donc je me déshabille, je mets le peignoir, je mets bébé au sein. J'étais fatiguée, donc je m'allonge. Et puis j'attends un petit peu que l'ocytocine arrive, que les contractions reprennent. Et là, Fabien appelle Marie-Agnès, parce que on sait que le placenta, ça peut être un peu compliqué. Donc là, il se passe, Fabien il me dit 20 minutes, une demi-heure. Et à un moment, Fabien me dit, faut que tu te remettes droite. Donc, je me mets en position accroupie sur le canapé. Je tire vraiment, je ne sais pas si on peut appeler ça tirer, mais je prends le cordon ombilical dans mes mains pour voir si ça sort. C'est-à-dire que le bébé est toujours accroché au cordon, on l'a pas coupé. Et je contracte un peu mes abdos pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, ça a déclenché une contraction. Et le placenta est sorti bloc, quoi. Franchement, comme ça, tu vois, je l'ai pas senti sortir plus que ça. C'est plutôt désagréable qu'autre chose, c'est tout gluant. Donc voilà. Et là, quand même, gros soulagement, quoi. Franchement, là, tu dis, je suis rincée, j'ai plus d'énergie. Heureusement que c'est terminé parce que je pouvais plus aller plus loin, quoi. Et là, on a commencé donc à regarder le sexe parce qu'on connaissait pas le sexe du bébé. Donc c'est une fille. Bon, sur le moment, ça nous fait ni chaud ni froid parce qu'on a trop de trucs à gérer. Fabien coupe le cordon. Et puis là, là, faut tout nettoyer, quoi. Parce qu'en fait,
on n'a pas d'aide. Et c'est vrai que là vraiment, on aurait eu besoin d'aide. Moi, je dois me lever parce que je dois prendre le bébé dans mes bras. On doit mettre le placenta au congèle au frigo. On doit changer les draps. Moi, je dois me changer aussi, nettoyer un petit peu le bébé, me nettoyer un petit peu tout ça. Et moi, là, j'avais plus d'énergie et je me sentais pas bien, quoi. Je commence à un peu tomber dans les pommes, à réussir à rester éveillée. Mais voilà, je veux me battre. On n'a pas plus que ça fait qu'à école de ce qui se passait. Pour moi, on avait accouché. C'était normal pour moi d'être à bout, d'être fatiguée, tout ça, mais vraiment, je me sentais pas super bien. Donc, on a rappelé Marie-Agnès. C'était trop, en fait. Non seulement j'avais plus d'énergie, je pense que j'avais perdu beaucoup de sang. Et je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu beaucoup de sang. Sinon, je pense que j'aurais dormi tout de suite. Et en fait, là, non, on était en feu de l'émotion. On voulait continuer la soirée, quoi. Et je pense que c'était un peu notre erreur. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on a appelé Marie-Agnès, on a discuté, j'ai appelé mes parents, je voulais prendre un bain, sauf qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Donc Fabien, elle a été rallumer le ballon d'eau chaude, puis quand il y avait assez d'eau chaude, je voulais plus prendre de bain. Fabien a tout changé les draps, et finalement, vers 5h du matin, on s'est retrouvés tranquillement avec le bébé sur le canapé, à commencer à s'endormir, quoi. Savoir que le bébé est sorti à 22h30. Et je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Enfin, 22h30, 5h du mat, c'est long quand même. Tu vois, on aurait pu plus vite aller s'allonger. Je pense que j'aurais moins fait de malaise si on était allé se coucher plus rapidement. Mais on était tous les deux à gérer et on avait besoin de plus de temps. Donc voilà. Voilà pour l'accouchement. Merci. Et donc maintenant, comment tu dirais que tu te sens quand tu repenses à cet accouchement? Eh ben, c'était épique. En fait, c'est presque de la science-fiction, tu vois. Même pour moi, c'est moi qui l'ai vécu avec mon mari, et je dirais même qu'on a accouché parce que j'ai pas accouché seule, on a accouché ensemble. Même maintenant, ça me paraît de la science-fiction. C'était incroyable. En fait, il y a pas de mots, et même quand je te le raconte, les mots ne suffisent pas à égaler l'intensité de cette émotion. Tu vois, ça me fait monter les larmes aux yeux, mais pas de tristesse, mais d'émotion. En fait, c'est tellement intense. C'est incroyable. Je regrette pas du tout, tu vois, même si y a certains qui pourront dire qu'on a pris des risques, même si moi il m'a fallu plus de temps, beaucoup de temps pour m'en remettre parce que effectivement j'ai perdu beaucoup de sang, j'ai dû rester allongée, tout ça, et je regrette pas du tout, non seulement d'avoir pris nos responsabilités face à notre vie, de pas avoir délégué notre vie, notre responsabilité à quelqu'un d'autre, de nous avoir fait confiance sans être aveugle non plus. On a quand même été préparés, et d'avoir fait ça avec Fabien en couple, et puis malgré tout d'avoir touché la vie, quoi. La vie, la mort, d'avoir touché un peu cet espace mystique. Il y a des gens qui disent que ça n'existe pas. Et ben si, ça existe, parce qu'il y a un moment quand tu mets au monde ton enfant dans ton jardin à moins 5 degrés tout seul, et ben il y a une part de magique quand même, et dans notre monde il n'y a plus de magie, et en fait elle existe encore, et on a réussi à toucher cette magie grâce à cette naissance. C'est beau. Ouais. C'est comme ça que je le ressens maintenant. Et si tu avais un message à passer aux femmes enceintes, soit femmes enceintes en général, soit les femmes qui envisagent peut-être d'accoucher à domicile, quel serait ton message? Faut le faire. Faut pas hésiter. Je conseille quand même de remplir toutes les petites cases vertes médicales. Ça, oui. Voilà, il faut faire tes prises de sang, il faut pas faire d'éclampsie, il faut pas faire de diabète. Voilà, faut remplir toutes les petites cases vertes. De toute façon, la sage-femme à domicile vous laissera pas accoucher à domicile sans ces petites cases vertes. À partir du moment, et sachant qu'il y a 90% des grossesses qui remplissent toutes les cases vertes, à partir du moment où toutes ces cases sont vertes, mais il faut y aller. Faut y aller, et il faut y aller avec le conjoint. Et si c'est pas le conjoint ou la conjointe, avec quelqu'un de très 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 proche,
Si ça peut être des gens, peut-être ça va être une amie, une maman, une sœur. Mais voilà, pas seule quand même. Moi, je pense que il y a besoin de quelqu'un à côté parce qu'il y a un moment donné, tu quittes la réalité et il faut que quelqu'un soit là pour te raccrocher parce que sinon tu sautes dans le vide. Il faut quand même quelqu'un pour te guider, quoi. Donc, faut pas hésiter. Il faut un conjoint, une deuxième personne très solide, autre que la doula, autre que la sage-femme, vraiment quelqu'un du cercle personnel. Et c'est possible, sans problème. Super, merci beaucoup. On continue l'interview parce que c'était important pour Delphine de partager avec vous son post-natal. Et c'est vrai que Delphine, elle a pu et elle a dû mettre en application vraiment avec beaucoup d'intensité tout ce qu'elle avait appris sur ce sujet. Moi-même, j'ai été hyper impressionnée de voir un couple préparer aussi bien son post-natal. Je sais bien, en principe, que la théorie que j'essaye de vous transmettre dans mes accompagnements avec les astuces pour vous épauler, c'est très difficile de le mettre en place dans le quotidien. Donc, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout. Mais là, Delphine a vraiment préparé beaucoup de choses et en plus, comme elle a été très très fatiguée après son accouchement, c'était vraiment un point très important pour elle pour prendre soin d'elle et pour pouvoir se remettre le mieux possible. Donc c'est vrai que c'est compliqué de vivre un véritable plan postnatal digne de ce nom dans nos sociétés de parents isolés parce que notre société ne prend pas encore assez en compte ce moment-là où on est à la fois vulnérable et sensible. Et c'est très précieux, donc je vous invite à vous inspirer de ce qu'a fait Delphine. Alors, tu avais envie de nous parler de ton post-natal suite à cette deuxième naissance, puisque ça a été plus compliqué que pour le premier. Oui, effectivement, c'est aussi un sujet pour lequel j'avais fait de nombreuses recherches. Puisque c'est un sujet qui devient en vogue en France, avec pas mal de bouquins qui viennent de sortir sur le postpartum. Il y a aussi eu des gros buzz sur la sphère internet, à la télé, pour parler en fait du postnatal, parce qu'en fait c'est un vrai sujet et il y a une vraie période de postnatal qui est presque ignorée dans notre société. Donc moi déjà, c'est pas que je l'avais très bien vécu avec Pierre, mais je pense que je l'avais très bien vécu parce que j'avais été très entourée par ma sœur, par ma mère, par mon conjoint qui travaillait peu, parce que j'étais très en forme, parce que j'avais zéro problème d'allaitement, et que c'était l'été. Donc il y a eu les vacances d'été, voilà. Et je sais pas, j'ai dû avoir une petite lumière dans ma tête. On avait vraiment consacré du temps à l'organisation du postnatal sur ce qu'on appelle le mois d'or, sur les 40 jours après l'accouchement. Et on avait bien mis en place, donc Fabien, mon conjoint, ne travaillait pas. En plus, il a pris un congé parental. Bon. Mais en tout cas, sur le postnatal, ne travaillait pas, donc on serait à la maison. On avait aussi donc mis en place de l'organisation pour les repas. On s'était renseigné sur le régime alimentaire pour bien se remettre. Donc le fer, le magnésium, l'iode, quel apport alimentaire il faudrait. Donc de la nourriture chaude, rien de cru, assez riche. Beaucoup de viande, de boudin, tout ça. Donc on avait préparé des bouillons d'os pour le collagène, pour la chaleur, pour le soir. On avait rempli le congèle de boules d'énergie, de granola. On avait rempli aussi de dalles, de plats pré-cuisinés au cas où on n'aurait pas eu le temps. Et aussi, au niveau des visites, on avait bien expliqué à la famille et aux amis que on prendrait au moins 2 semaines entre nous avec quasiment 0 visite, ou des visites très très courtes, mais que des parents, et que seulement après 2 semaines, on envisagerait de voir peut-être 1 heure de temps en temps les frères et sœurs.
et que de toute façon, on reprendrait la vie sociale que bien plus tard, deuxième mois, troisième mois, voire plus tard. Et on a vraiment envisagé le postnatal sur le premier mois, donc les 40 jours, avec à la fin de ce premier mois un soin rebozo qui viendrait clôturer ce postnatal. Pendant ce postnatal, un accompagnement, donc au début sage-femme médicale, ensuite accompagnement doula pour aussi le resserrage du bassin. Et ensuite, un postnatal étendu jusqu'aux 3 mois du bébé, qu'on appelle aussi le 4e trimestre. Et donc, on avait bien l'idée de prendre le temps de ces 3 mois après la naissance du bébé pour retrouver une stabilité. Et bon, il se trouve en plus que nous, donc j'avais perdu du sang, pas mal de sang pendant l'accouchement, et donc je me suis retrouvée en postnatal très affaiblie. Et heureusement que j'avais non seulement prévenu l'entourage que je serais pas disponible, qu'on serait pas disponible, mais en plus qu'on avait tout mis en place au niveau alimentaire et repos pour m'en remettre. Là, on s'est même encore plus renseigné sur comment récupérer de l'hémoglobine et de la ferritinémie. Et Fabien a cuisiné un régime de compète avec plein de compléments, vitamine D, magnésium, fer, spiruline. Je buvais des jus d'orange pour la vitamine C. Enfin, vraiment un combo complet, ce qui nous a permis en fait de me remettre sur pied en 3 semaines. Alors que l'équipe médicale nous préconisait quand même une transfusion. Donc on en était quand même là, tu vois. Et encore une fois, nous, on s'est fait confiance, on a mis les moyens en face, on s'est dit non mais je suis pas la première femme au monde à avoir perdu un peu trop de sang, et à l'époque il n'y avait pas des transfusions, etc. Et en fait, alité pendant, je dirais, une dizaine de jours complètement avec bébé, en cododo dans le lit. Alors oui, le conjoint il dormait dans le salon. Donc à peu près une dizaine de jours. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à venir à table en bas, à emmener mon bébé, mais vraiment, je descendais manger, je remontais dans mon lit. Et au bout de, je dirais, ouais, 3 semaines et demie, 4 semaines, où là j'ai commencé à reprendre une petite marche dehors, une petite lessive une fois tous les 3 jours, voilà, reprendre une petite activité, mais soft quand même, hein. Mais on a vraiment mis les moyens pour que je puisse récupérer, pour que je mette en place l'allaitement aussi. On entend beaucoup les gens qui ont du mal à allaiter, etc. Ben oui, quand tu dois faire les courses, faire à manger, t'occuper des grands, t'as pas le temps de mettre bébé au sein 100 fois par jour. Donc début d'allaitement nickel, un bébé qui prend du poids en très bonne santé, et une maman qui finalement a le temps de faire la sieste le matin, la sieste l'après-midi, de faire un chenille, puisque j'ai eu le temps de faire l'hygiène naturelle infantile aussi, et puis le temps aussi de redescendre du vortex, parce que après avoir vécu quelque chose comme ça, moi j'étais franchement sur une autre planète, vraiment sur une autre planète pendant au moins un mois et demi, et il m'a fallu 3 mois vraiment pour redescendre dans le monde actuel. Et c'est pas exagéré. Je revivais l'accouchement 1000 fois par jour les premières semaines. Tellement c'était intense que mon corps avait besoin de comprendre ce qui s'était passé, toutes les choses que j'avais vécues. Après, j'ai commencé à prendre un peu plus de recul, à comprendre ce qui s'est passé, à analyser. Ah, mais telle phase, c'était la phase d'ouverture. Ah, mais telle phase, c'était le voile. Ah, mais... voilà. Alors que rien que le premier mois, c'était trop d'émotions. Et les émotions, elles ne se gèrent pas en 3 jours à la maternité. Non. Tu peux pas, au bout de 3 jours, voir ta belle-mère, voir ton oncle et ta tante et dire oui, bonjour tout le monde, tout va bien. C'est pas que tout va mal, c'est qu'il y a un moment, tu as besoin de redescendre, de prendre le temps, d'être avec ta famille, d'être en sécurité, d'être rassurée. Et donc, je conseille vraiment à chaque femme, à chaque couple, à chaque famille, d'expliquer à son entourage que c'est pas qu'on les aime pas, que c'est pas qu'on veut pas partager bébé, mais que en tant qu'être humain, les émotions, elles s'évaporent pas en 3 jours. Et qu'on a besoin aussi de faire face, de s'en remettre pour recommencer une vie un peu plus concrète et la vie de tous les jours avec le réveil, le boulot, etc. Donc j'ai eu un très beau post-natal avec quelques difficultés de santé qui se sont calmées très rapidement, mais on a pris le temps.
Et Dieu sait que ça a été difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime pas avoir du temps. Je suis quelqu'un de très active. Et ça a été même difficile pour moi par rapport à moi-même de m'autoriser ce temps où les gens prenaient soin de moi au lieu que ce soit moi qui fasse tout pour les enfants, tout pour les autres. Donc forcez-vous, ça vaut le coup. Et je pense qu'on récupère après toutes ces petites graines plus tard. Je sais qu'avec Pierre, à 6 mois après la naissance, j'étais exténuée d'une fatigue abyssale, fatigue que je n'avais pas eue après la naissance. Et là, je sens que, moi, ça fait déjà 5 mois avec Émilie. Je dis pas que je pète la forme, mais je sens que je vais pas avoir cette phase d'épuisement. Physiquement, ça va un tout petit peu, pas un tout petit peu, de mieux en mieux. Je récupère l'énergie, je refais du sport, et c'est graduel. Alors qu'avec Pierre, c'était vraiment en dents de scie, parce que j'avais pas pris le temps de récupérer. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps et de s'organiser à l'avance, d'en parler pendant la grossesse, pour que les gens aussi acceptent et soient présents pour vous après. Merci beaucoup Delphine pour ta confiance, pour m'avoir fait rentrer dans ta vie pendant ce moment précieux de ta maternité. Merci Fabien et Pierre et Émilie. Chaque année, au réveillon de Noël, je suis certaine d'avoir une pensée pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour votre vie de famille et que tous vos prochains projets se réalisent.